Bonjour, dans cette partie, on va voir, plutôt on va essayer de répondre à des questions QCM, questions choix multiples, toujours dans la première unité, unité 1, c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc cette partie est très importante. D'abord, c'est un résumé de tout ce qu'on a vu et donc va vous permettre de répondre à toutes les questions posées dans les examens et bien sûr, bien comprendre le cours. Donc voilà les questions. Je vais vous laisser un peu du temps pour essayer de répondre et on va se retrouver tout de suite pour la correction. Oui, donc on va répondre aux questions. La voie anaérobie nécessite de l'oxygène. C'est faux. Pourquoi? Donc à chaque fois, je réponds à une question, j'explique bien sûr en parallèle. C'est une sorte de révision. La voie anaérobie nécessite de l'oxygène, c'est faux parce que tout simplement, la voie anaérobie, ça se fait en absence de l'oxygène. C'est la voie aérobie qui nécessite de l'oxygène. Donc voilà, c'est la voie aérobie qui nécessite de l'oxygène. Voie anaérobie en absence d'oxygène. Donc ne nécessite pas d'oxygène. La glycolyse, c'est la dégradation du glucose pour donner un acide pyruvique. C'est faux. Pourquoi? Donc tout simplement, la dégradation du glucose donne deux acides pyruviques. On a vu que lorsque le glucose entre dans la cellule, subit une dégradation. Cette dégradation donne deux acides pyruviques. La glycolyse se déroule dans le hyaloplasme ou le cytosol. C'est vrai. Donc la glycolyse, c'est la première étape de dégradation du glucose. Se déroule dans le hyaloplasme ou le cytosol. Oui. La fermentation, c'est la dégradation complète du glucose. Non, c'est faux. La fermentation, c'est la dégradation partielle du glucose avec la production de seulement 2 ATP. Donc une faible production de l'ATP. On a toujours des résidus riches en énergie. Donc c'est une dégradation partielle du glucose. La glycolyse, c'est l'étape commune entre la fermentation et la respiration. Oui. Au cours de la glycolyse, on a la production de 4 ATP. Donc c'est faux, on a la production de seulement 2 ATP. Au cours de la glycolyse, on a la production de 2 ATP. Donc l'équation de la glycolyse, on a glucose plus 2 ATP plus 2 PI plus 2 NAD. Donc NAD, ce sont des transporteurs d'hydrogène. Donne 2 acides pyruviques, 2 NADH+ et 2 ATP. Oui, c'est la réaction de la glycolyse. Les résultats de la glycolyse, 2 ATP et 2 NADH+. Oui. L'oxydation de l'acide pyruvique se déroule dans le hyaloplasme. Donc c'est faux. On a dit que la glycolyse se déroule dans le hyaloplasme. Après, on a deux voies. On a la voie aérobie, c'est-à-dire nécessite de l'oxygène, et voie anaérobie qui ne nécessite pas d'oxygène. Pour la voie anaérobie, c'est-à-dire la fermentation, après la glycolyse et la production de 2 acides pyruviques, les acides pyruviques vont se transformer soit en acide lactique, soit en éthanol. Et si pour la respiration, il y a l'étape suivante, c'est l'oxydation de l'acide pyruvique, c'est-à-dire après la glycolyse, dans la voie aérobie, on a l'oxydation de l'acide pyruvique. Se déroule dans un organite qui se trouve dans la cellule, c'est la mitochondrie. La mitochondrie, l'oxydation de l'acide pyruvique se déroule dans la mitochondrie, exactement dans la matrice mitochondriale. Donc ici, l'acide pyruvique va entrer dans la matrice mitochondriale. Donc durant l'oxydation d'acide pyruvique, on a la production de 2 ATP, oui.
L'équation de l'oxydation de l'acide pyruvique, 2 acides pyruviques plus 6 H2O plus 2 NAD plus 2 FAD. FAD, c'est aussi un transporteur d'hydrogène. Plus 2 ATP ici, 2 PI. Il faut faire attention, toujours ADP avec PI. Donc, c'était où? Ici, 2 ATP. 2 ATP et 2 PI nous donne 6 CO2, 8 NADH, H+, et 2 FADH2 plus 2 ATP. Donc, voilà, on a la production de 2 ATP, comme on a vu avant. L'oxydation de l'acide pyruvique, c'est le cycle de Krebs. Donc, non. Pourquoi? Parce que l'oxydation de l'acide pyruvique, c'est la décarboxylation de l'acide pyruvique pour donner l'acétylcoenzyme A plus le cycle de Krebs. Lorsque ici, l'acide pyruvique entre dans la matrice mitochondriale, il subit une décarboxylation et donne l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A va entrer dans le cycle de Krebs pour produire 2 ATP. Ici, donc, l'oxydation de l'acide pyruvique, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A plus le cycle de Krebs. La phosphorylation oxydative, c'est la 3e étape de la dégradation de la matière organique durant la fermentation. Non, durant la respiration. On a dit que la fermentation s'arrête après la glycolyse par la transformation de l'acide pyruvique soit en éthanol, soit en acide lactique. Mais la respiration continue. Il y a l'étape de l'oxydation de l'acide pyruvique et il y a la 3e étape, c'est la phosphorylation oxydative. Cette étape est la 3e étape de la dégradation durant la respiration, pas durant la fermentation, donc durant la respiration. L'acide pyruvique, au cours de la fermentation, se transforme en éthanol en acide lactique. Oui, c'est vrai. Au cours de la fermentation, on aura une grande production de l'ATP. C'est faux. Au cours de la fermentation, on a la production de seulement 2 ATP, 2% de l'énergie qui se trouve dans la matière organique. Donc, c'est faux. Seulement, on a l'extraction de 2% et on a des résidus qui sont toujours riches en énergie. La fermentation nécessite la mitochondrie. Non. La fermentation se déroule dans le hyaloplasme, seulement dans le hyaloplasme. C'est la respiration qui nécessite la mitochondrie. L'oxydation de l'acide pyruvique se déroule dans la membrane interne de la mitochondrie. Ça, c'est faux. L'oxydation de l'acide pyruvique se déroule dans la matrice mitochondriale. Dans la matrice mitochondriale, pas dans la membrane interne de la mitochondrie. Le résultat de l'oxydation de l'acide pyruvique, ATP, 4 NADH+ et FADH+. C'est faux parce qu'on a 2 acides pyruviques, on doit multiplier les résultats par 2. Donc, on aura 2 ATP, 8 NADH+ et 2 FADH+ comme résultat de l'oxydation de 2 acides pyruviques. On continue. La membrane interne de la mitochondrie contient de complexes protéiques qui permet le déplacement des électrons vers l'accepteur final. Oui. L'accepteur final des électrons, c'est l'ATP synthase. Non, l'accepteur final des électrons, c'est l'oxygène. Donc, le pompage des H+ provoque une différence de concentration entre la matrice et l'espace intermembranaire. Oui, bien sûr. Donc, lors du déplacement des électrons d'une protéine à l'autre, on aura le pompage des H+ du matrice vers l'espace intermembranaire qui va provoquer une différence de concentration. La différence de charge des H+ active l'ATP synthase. Oui, c'est la différence de concentration entre l'espace intermembranaire et la matrice qui va activer l'ATP synthase. L'activation de l'ATP synthase produit de l'ATP. Oui, donc après l'activation de l'ATP synthase, on a le retour des H+ vers la matrice qui va activer l'ATP. Le bilan de la phosphorylation oxydative est de 34 ATP. Oui. L'équation de la phosphorylation oxydative, 34 ATP plus 34 PI. Donc, il faut toujours
34 PI plus 6 O2 va nous donner 12 H2O plus 34 ATP plus 10 NAD plus 2 FAD. L'équation globale de la dégradation du glucose au cours de la respiration, le glucose plus 38 ADP plus 38 DI plus 6 CO2 va nous donner 38 ATP plus 6 molécules d'eau plus 6 CO2. Oui, c'est l'équation globale de la dégradation du glucose. Donc maintenant, on va passer à la contraction musculaire. Donc la contraction musculaire permet le mouvement du bras, oui. Le muscle squelettique est constitué par des faisceaux musculaires, oui, donc un muscle squelettique est constitué par un ensemble de faisceaux musculaires. Le sacromère, c'est l'unité de contraction musculaire, oui, c'est l'unité responsable de la contraction musculaire. La stimulation musculaire et la contraction sont simultanées. Non, on a vu que après la stimulation, on attend un peu pour la contraction, c'est-à-dire il y a une période appelée période de repos. Donc, la stimulation et la contraction ne sont pas simultanées. La secousse musculaire est une seule stimulation, oui, c'est vrai. La fusion complète, c'est deux stimulations successives lors de la contraction, oui. Donc, la fusion complète, on applique une stimulation et lors de la contraction, on applique une autre stimulation, c'est-à-dire deux stimulations successives. Tétanos imparfait, c'est un ensemble de stimulations continues, non. Donc, le tétanos imparfait, c'est un ensemble de stimulations plus ou moins éloignées. C'est-à-dire, lors de relâchement, on applique une autre stimulation. La chaleur retardée, c'est la chaleur dégradée lors de la stimulation musculaire. Donc, on a vu que lors de la stimulation musculaire, on a la chaleur initiale libérée. Et après une période plus ou moins importante, il y a le dégagement d'une autre chaleur, c'est la chaleur retardée. Donc, c'est faux. La chaleur retardée, c'est lors du relâchement. Donc, myosine et lactine, ce sont deux protéines qui constituent la myofébrie. Oui, donc lactine et myosine, ce sont deux protéines qui constituent la myofébrie. Myosine, ce sont des myofébries épaisses, oui, ce sont des myofébries épaisses. Se trouvent à l'intérieur et épaisses, alors que les actines sont des myofilaments fines et qui se trouvent à l'extérieur. La myofébrie est constituée par une succession des sombres et des clairs. Oui, on a vu ça dans la photo réelle de la myofébrie, qu'il est constitué par des successions des sombres et des clairs. Donc la zone claire est entrecoupée par une ligne sombre appelée strisette. Oui. L'actine représente la zone sombre et claire. Non, donc l'actine représente la partie claire qui se trouve à l'extérieur du sacromère. La myosine est constituée par des bâtonnets et des têtes de myosine. Oui, on a vu ça. Donc, la myosine est constituée par des bâtonnets et des têtes de myosine. L'actine est constituée seulement par la protéine principale G et le troponine. Donc, c'est faux. On a dit que l'actine est constituée par la protéine principale G, troponine et la tropomyosine. Il manque ici la tropomyosine. Donc, le rapprochement des actines et de myosine qui permet la contraction musculaire. Oui, donc c'est le glissement des deux filaments d'actine et de myosine qui permet la contraction musculaire. L'intervention du calcium est nécessaire pour la contraction musculaire. Oui, après la stimulation, le réticulum sacroplasmique sécrète le calcium. Oui, donc ici j'explique. Lors d'une stimulation musculaire, le réticulum sarcoplasmique sécrète le calcium. Et le calcium donc va se fixer sur troponine. Et si le calcium se fixe sur la tropomyosine, c'est faux, mais il va se fixer sur le troponine.
Après, donc, la fixation du calcium permet le mouvement de tropomyosine. Oui, ça c'est vrai. Après la fixation du calcium sur le troponine, on aura le mouvement de tropomyosine. Donc, les têtes de myosine se fixent sur les sites de fixation d'actine. Oui. La molécule d'ATP est liée aux têtes de myosine. Oui. Et c'est l'ATP qui va permettre le retour de tête de myosine vers son état initial. Oui. Donc, l'ATP est utilisé lors de la contraction musculaire, bien sûr. Je vais expliquer cette partie. Lors d'une stimulation musculaire, le réticulum sacroplasmique sécrète le calcium. Le calcium va se fixer sur troponine, mais pas sur la tropomyosine, c'est faux. Et après, donc, on aura le mouvement de tropomyosine. Et après, on aura l'affichage des sites de fixation et les têtes de myosine vont se fixer sur ces sites de fixation. Et bien sûr, il y a de l'ATP qui est lié aux têtes de myosine. Ça, et une fois on veut le relâchement, c'est-à-dire là, on est en train de contracter. Pour le relâchement du muscle, il y a l'hydrolyse de l'ATP et la libération de l'ATP qui va permettre le retour des têtes de myosine vers son état initial. Donc, l'ATP est très importante lors de la contraction musculaire. Ici, donc, la dernière partie. La concentration de l'ATP reste stable avec le renouvellement continu lors de la contraction musculaire, oui. Donc, on a dit que lors de la contraction musculaire, on utilise de l'ATP. Et donc, à chaque fois, on a la contraction, on a besoin de l'ATP. Cet ATP va s'épuiser, mais il y a des sources de renouvellement de l'ATP. Donc, il y a un équilibre. À chaque fois qu'on utilise l'ATP, on va la renouveler. Une sorte d'équilibre. Donc, l'ATP renouvelé vient seulement de la respiration. Non, il y a trois voies, la phosphocréatine et la fermentation. Et bien sûr, la respiration. La phosphocréatine, c'est une source aérobie de l'ATP. Non, c'est une source anaérobie. La seule source aérobie, c'est la respiration. Donc, la phosphocréatine est une source rapide de production de l'ATP. Oui, c'est une source rapide et faible de production de l'ATP. La fermentation est une source aérobie de production de l'ATP. Oui, non, pardon, c'est anaérobie bien sûr. La fermentation est une source anaérobie. La respiration, c'est la source la plus longue et la plus importante de la production de l'ATP. Oui, la respiration produit 38 ATP. C'est la source la plus importante et la plus longue pour la production de l'ATP. Lors donc d'un exercice physique long, on peut continuer la contraction malgré l'épuisement de l'ATP. Bien sûr, non. J'explique cette partie. Donc, on a dit au début qu'à chaque fois, on fait la contraction, on a la consommation de l'ATP et le renouvellement de l'ATP. Mais à un moment donné, lorsque, par exemple, on fait un effort, la contraction augmente et la respiration augmente. Donc, la respiration ne répond pas immédiatement. Donc là, on a le recours à la phosphocréatine et à la fermentation pour renouveler de l'ATP. Après l'adaptation de la respiration, donc on a la production importante de l'ATP. Mais si on continue l'exercice, on ne s'arrête pas, on a le recours là à la fermentation qui va produire cette fois-ci l'acide lactique qui va endommager le muscle. Et après, on ne peut plus contracter. Avec l'épuisement total de l'ATP, on ne peut pas contracter le muscle. Donc là, c'est faux. Donc, la contraction musculaire va s'arrêter. Donc voilà, on a terminé avec ces questions. Dans la prochaine vidéo, on va voir d'autres questions qu'on peut voir dans des examens. Et donc, merci pour votre attention et on se revoit dans la prochaine partie.